Ta mère vient d'autres langues, une pour gémir et d'autres pour chanter. Sabine Huynh, bonjour. Bonjour Jeanne. Ce sont vos mots dans un autre très beau livre. La langue pour gémir et les langues pour chanter, ce sont celles que vous avez choisies pour écrire Elvis à la radio aux éditions Nado dans cette collection à vif qui va si bien à votre récit. Alors, je crois que j'ai plutôt choisi la langue pour chanter, puisque la langue pour gémir, c'est la langue peut-être de la plainte. Et Elvis à la radio, en fait, il n'y a pas vraiment de plainte dans Elvis à la radio. Enfin, il n'y en a pas du tout, même à mon avis. C'était pas le but. Le but, c'était essayer de créer quelque chose d'harmonieux, oui, comme un chant. C'est de la prose, mais c'est de la prose poétique, disons, puisque comme le livre est divisé en beaucoup de chapitres très courts, et en fait chaque chapitre a un peu sa langue et sa forme, oui. Sa façon d'organiser le chaos un peu. Donc ça serait plutôt une langue pour chanter. Pour chanter. Alors Elvis à la radio, c'est l'histoire d'une famille, la vôtre, qui à Saigon avait choisi de vivre sous la protection française, et puis il y a eu la guerre. Ils sont venus en France. Et en France, c'est là qu'a commencé, je dirais, un chaos total. Ils ont été abandonnés presque. Misère, la folie, comme vous dites. Et vous deviendrez une victime de tout ce chaos. Votre mère est assez terrible. Ils ont perdu la tête, dites-vous. Cette part, Sabine, qui est votre enfance et qui est Elvis à la radio, quels sont les moments qui reviennent en boucle ou qui vous sont revenus en boucle pendant toute la période où vous avez, peut-être avant même d'écrire le livre? Alors déjà, j'aimerais qu'on s'arrête une minute sur le mot de victime. Oui. Parce que je pense que les principales victimes de cette injustice qui a été, pour une famille d'immigrés, oui. de recevoir l'asile politique dans ce pays qu'est la France, et un pays auquel cette famille a voué allégeance depuis oui. plusieurs générations, et d'arriver dans ce pays et de subir la misère et le racisme. Je crois que les premières victimes, c'était vraiment mes parents. Oui, oui. Voilà, plus que moi. D'ailleurs, Elvis à la radio raconte des faits, mais tels qu'ils étaient, vraiment, je le répète, sans ressentiment, oui. sans me plaindre, et même sans me placer dans une position de victime. Oui, oui, bien sûr. Donc les victimes, c'était vraiment mes parents. Oui, c'était vraiment terrible pour eux, cette arrivée comme ça, abandonnée, complètement. Oui, oui, oui. Imaginez-vous, vous, vos parents, vos grands-parents, vous avez fait toute votre scolarité en français, à Saigon, au Vietnam. La France, pour vous, c'est tout, c'est le pays de la culture, de la littérature. Et vous arrivez en France et vous êtes rejeté. Vous êtes rejeté, vous retrouvez, vous avez perdu votre pays aussi. Vous espériez trouver en ce pays qu'est la France un accueil à la hauteur de vos espérances et de votre amour pour la France, cet amour que vous avez nourri pour la France toute votre vie, et vous atterrissez dans une France qui n'a rien à voir avec celle de vos idéaux. Oui. Donc c'est très dur. Vous dites que pour se fondre, être accepté, il ne faut pas faire de vagues. Exister en quelque sorte est interdit. Elvis à la radio est un livre qui parle entre autres de l'immigration vietnamienne, oui. Qui est considérée comme une immigration invisible. Oui. En fait, et je ne suis pas la première à le dire, il y a eu quelques recherches qui ont été faites dessus, pas beaucoup, puisque c'est une immigration sur laquelle on a très peu écrit, qu'on a très peu examiné finalement,
Et puis on a un peu mis tous les Asiatiques, enfin de l'Asie du Sud-Est, dans le même panier, les Cambodgiens, les Laotiens, les Vietnamiens, voilà, c'est tous. On parle d'immigration réussie, d'intégration réussie. Oui. Donc il ne fallait pas décevoir. Oui, alors l'intégration réussie est un mythe. Je pense que l'intégration ne peut jamais être vraiment réussie, mais voilà, l'intégration, l'immigration invisible, l'immigration vietnamienne invisible, c'est voilà, le Vietnamien est cette personne qui ne dérange pas, qui ne fait pas parler de lui, qu'on ne remarque pas dans la rue, qui est discipliné, obéissant, qui ne proteste pas, qui sourit et dont les enfants réussissent à l'école. Mais je crois rester dans ce schéma. Voilà, et Elvis à la radio montre tout le contraire en fait. Et Elvis à la radio, ce n'est pas seulement l'histoire de ma famille, c'est une histoire assez universelle qui se produit avec toutes sortes d'immigrations de toutes sortes de pays. Oui. Il y a des questions d'ailleurs qu'on vous pose sur les casseroles, sur les cocottes minutes. Oui, quand demander à quelqu'un s'il a déjà vu une casserole ou s'il sait servir d'une cocotte minute, ou s'il a déjà vu, s'il sait ce qu'est une cocotte minute. Bon. Elvis à la radio est un récit ou comment vous le qualifierez? C'est un livre hybride, c'est comme ça que je le vois moi. Oui. Parce que oui, c'est un récit, d'accord, oui, c'est un récit autobiographique, d'accord. Il y a quand même beaucoup de fiction dedans aussi. Et puis c'est une prose quand même pas classique. Il y a des passages qui bousculent quand même pas mal la syntaxe française, les normes de la langue. Donc c'est un livre hybride, une écriture de soi, oui aussi, mais... Justement, vous dites on écrit toujours avec soi, c'était attribué en principe à Roland Barthes. Alors oui, on écrit, de toute façon, c'est pas que moi, c'est tout le monde écrit avec ce qu'il a en lui. Je veux dire, ou ce qu'il a en lui, ça peut aussi bien être son histoire personnelle que sa vision des choses, son regard sur le monde. C'est aussi quelque chose qui est propre à soi. Donc ça, c'est pas nouveau. Après, ce qui est intéressant à mes yeux, en tant qu'écrivaine, ce n'est pas le contenu de la matière même, c'est ce qu'on en fait. Après, c'est ce qui est intéressant avec le bloc de glaise, c'est ce qu'il va devenir. C'est la sculpture, l'objet qu'il va donner, pas ce bloc lui-même. Vous avez mis longtemps à écrire votre livre. Ce livre, c'est votre histoire en quelque sorte, qui aussi est une histoire assez universelle, parce que vous parlez de beaucoup de choses. C'est pas simplement un récit de soi, en quelque sorte. Et vous dites, je suis une huître sauvage et nomade. C'est quoi une huître sauvage et nomade? Alors, une huître sauvage, bon déjà, sauvage, quelqu'un de sauvage qui est huître, c'est quelqu'un qui est assez fermé sur lui-même, en fait. Pas égocentré, pas du tout, mais quelqu'un qui ne se laisse pas approcher facilement, je dirais, et qui est nomade. C'est tout votre mouvement de vie géographique. Et l'huître est quand même, même si à certains moments de sa vie, elle va s'accrocher à des rochers, elle est quand même ballottée par la mer et elle va être emmenée vers un autre rocher auquel elle va s'accrocher. Donc à chaque fois, cet ancrage est temporaire. Donc oui, c'est un peu moi, puisque j'ai quand même, en fait, voilà, je suis née au Vietnam en 1972, mais en 1976, avec mes parents, nous avons immigré vers la France en tant que réfugiés politiques. Et je crois que j'ai dû vivre en tout et pour tout 17 ans en France, finalement, puisque à partir de l'âge de 19 ans, j'ai commencé à vivre en dehors de la France. J'ai vécu de longues années en Angleterre. En Amérique aussi. Voilà, aux États-Unis, au Canada. Aujourd'hui en Israël. Et aujourd'hui en Israël, ça fait quand même 21 ans que je vis en Israël.
Donc j'ai vécu plus d'années en Israël qu'en France, finalement. Donc c'est ça le nomadisme. Alors, dans votre livre, comme vous avez dit, il y a des chapitres. Et chaque chapitre est une histoire qui relie à l'autre, mais en même temps, on s'arrête au symbole ou bien à la métaphore. Vous parlez du parachute, c'est pas une métaphore. L'image du saut en parachute est le suicide fantasmique. Clara Malraux qui vous dit que le saut en parachute équivalait à une psychanalyse. Ce saut en parachute, c'est quoi pour Sabine? Alors, il est lié à plusieurs choses, ce saut en parachute. Déjà, il est lié au lieu où il a été fait. Oui. Ce lieu, c'est l'Angleterre. Oui. Et l'Angleterre, pour moi, c'est un pays qui est très cher à mon cœur, puisque c'est le pays où je suis arrivée à l'âge de 19 ans, sans rien, juste avec ma valise, à Londres, et mes maigres économies dans une chaussette, cachées dans une chaussette au fond de ma valise. Et c'est ce qui était extraordinaire quand je suis arrivée en Angleterre, c'était d'entendre parler anglais autour de moi. Voilà, tout le monde parlait anglais, évidemment. Et en fait, ça m'a ramenée. Je me suis sentie soudain comme si j'étais enfin arrivée chez moi. Oui. J'étais enfin retournée à la maison. Pourquoi? Parce que la langue anglaise, je l'ai entendue dans ma petite enfance. C'est une langue, voilà, qui vient de ma petite enfance, puisque j'ai vécu les 4 premières années de ma vie avec ma grand-mère maternelle. Oui. Après, ça c'est une chose que je sais intimement, mais que je ne saurais prouver. Oui. En fait, Alvis à la radio, c'est un peu ça. J'écris sur beaucoup de choses que je sais intimement, oui, mais que je ne saurais prouver. Donc je ne sais pas si c'est la vérité ou c'est pas. votre intime conviction. Voilà, donc je ne sais pas, mais peu importe finalement pour écrire si c'est la vérité ou pas. Ce qui importe, c'est ce qu'on en fait. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure avec le morceau de glaise. Voilà, donc j'ai vécu jusqu'à l'âge de 4 ans avec ma grand-mère, seule dans sa maison. J'ai marché très tard, donc peut-être à l'âge de 3 ans, j'ai commencé à marcher, donc peu de temps avant de partir pour la France. Donc, ce qui fait que j'ai quand même passé presque 4 ans dans cette maison sans en sortir. Oui. Voilà, avec une vieille grand-mère. Je n'ai aucun souvenir qu'elle me parlait. Oui. Je ne sais pas, je n'ai aucun souvenir d'avoir parlé vietnamien. Oui. Mais par contre, j'ai le souvenir, et encore une fois, quand je dis souvenir, je ne saurais le prouver, c'est une conviction intime, que la radio des forces armées américaines était allumée toute la journée durant. Oui. Oui. Et cette radio passait des chansons américaines, les tubes américains des années 50 et 60. Et c'est peut-être la première langue que j'ai entendue. Oui. Voilà, et que j'ai pratiquée de façon passive, puisque j'ai aussi parlé très tard. J'ai été mutique très longtemps. Donc cette langue, pour moi, c'était la maison. C'était la maison. Voilà, c'était la maison. Donc l'Angleterre, et quand je suis arrivée en Angleterre, je suis rentrée chez moi, en fait. Et c'est pour ça que j'ai vécu des années tellement épanouissantes, tellement heureuses en Angleterre. Et ce saut en parachute a donc été effectué en Angleterre au milieu des années 90. Et c'était un défi. En fait, j'ai toujours un peu vécu ma vie de cette façon-là, c'est-à-dire en saisissant des défis. Je me disais, tiens, ça a l'air vraiment incroyable et difficile, ben je vais le faire. Donc, c'était un défi. Vous faites des sauts en parachute en permanence. Oui, c'est ça. Et donc, ce saut en parachute, tout simplement, j'enseignais à l'université de Leicester et il y avait, j'ai vu une pub pour un stage de parachutisme. Et donc, c'était le genre de choses dont les étudiants étaient très friands, ces expériences extrêmes-là. Et donc, je suis allée à la présentation avec mes étudiants.
Et il y avait donc une vidéo qui montrait ces visages extatiques. Voilà. Et je me suis dit, bah, tiens, moi aussi, je vais faire ça. Et j'avais jamais pensé à faire ça de ma vie, évidemment. Mais j'ai fait le stage. J'étais la seule femme, d'ailleurs, à le faire. J'ai essayé de ramener quelques amis. Ça n'a pas marché. Il y en a qui sont venus, la plupart se sont désistés, ils ont eu peur. Et j'ai fait ce saut. Et c'était tout simplement incroyable parce que après avoir fait ce saut, j'ai eu l'impression d'être enfin née. Oui. Voilà, d'être enfin née à moi-même. Et j'ai été transformée à jamais. Vous avez besoin de ce vide, de ce saut, oui. Inconsciemment. En fait, c'était une façon de me montrer à moi-même que j'étais capable de faire quelque chose, de risquer quand même. De risquer, mais enfin. Oui, de sauter. Je n'avais plus peur de rien après ce saut, oui. C'est ça. Oui. Et donc j'ai surfé sur cette vague très très longtemps, pendant de très longues années, et ça m'a mené loin. Ça m'a permis de faire des choses dont je ne m'étais jamais cru capable. Faire un doctorat, devenir enseignante, toutes ces choses-là, parce que j'ai quand même, d'une façon générale, une très mauvaise opinion de moi-même. J'ai tendance à me dénigrer, à dire que je suis nulle en tout, etc. Donc au sortir de l'adolescence, ce sentiment était prévalent en moi. Tellement prévalent qu'il me paralysait, qu'il m'empêchait de parler, enfin, tout quoi. Et donc après ce saut en parachute, ce sentiment a été refoulé, repoussé pendant assez longtemps pour que je puisse faire des choses incroyables comme faire un doctorat, voilà, aller de pays en pays. La peur était partie. Oui. Une certaine peur. La peur est toujours là, puisque vous l'avez domptée. Au bout d'un moment, l'adrénaline descend. Donc il faut trouver une autre façon de sauter en parachute. Il faut relever un nouveau défi, un défi impossible, et le faire pour pouvoir. Mais peut-être que ça se voit en parachute, Elvis à la radio aussi, quelque part. Ah, complètement, complètement, puisque Elvis à la radio, c'est l'histoire d'une femme qui a besoin d'écrire, pour qui écrire est nécessaire, et qui ressent le besoin d'écrire sur son enfance. Mais le problème, c'est qu'elle est amnésique, elle n'a aucun souvenir d'enfance. Donc, écrire ce livre était quand même une gageure, et écrire sur ses souvenirs d'enfance alors qu'on n'en a pas, et parvenir à écrire un livre de 300 pages, c'est quand même un saut dans le vide assez effrayant. Voilà, justement, cette image du parachute j'ai fait le rapport avec le livre, parce que vraiment c'est un très très beau livre bien sûr, mais au-delà de ça, c'est un livre où l'écriture est serrée, elle est précise, il y a des images, vous mettez en italique aussi et en majuscule, en capitale, certaines phrases, faites certains retours vers des auteurs que vous aimez. C'est un livre vraiment, entre guillemets, c'est un chant en parachute. Oui, tout à fait. Oui, et pour moi, vous savez, ce parachute, c'est aussi un parachute de mots. Oui, tout à fait. C'est à la fois un parachute et un filet. Voilà, de mots. Pour moi, la chose qui m'a le plus soutenue dans ma vie, qui m'a le plus portée, ce sont quand même les mots depuis l'enfance. Est-ce qu'ils ont justement ces mots paré l'amnésie? Parce que vous aviez une forme d'amnésie de beaucoup de choses, de souvenirs. Vous dites pas de souvenirs, c'est ne rien posséder. Oui. Oui, puisque le souvenir, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme la vérité. Oui. Voilà, qu'est-ce que c'est? Finalement, ce sont des phrases, n'est-ce pas? Ce sont des mots, finalement, le souvenir. C'est comme ça que ça se matérialise. On raconte le souvenir, donc à la fin, ce sont des mots. Donc l'amnésie, c'est l'absence de mots, finalement. C'est voilà. Parce que quand on n'a pas de souvenir, c'est ne rien posséder. Et vous écrivez après, vous brodez donc un ouvrage, dites-vous, de la mémoire cousue au fil d'araignées. Et les araignées ont un grand rôle dans votre livre.
Pourquoi les araignées, Sabine? Ah, les araignées, je les ai toujours vues comme des créatures bienveillantes, Oui, alors que d'autres les voient comme effrayantes. oui, Pourquoi? Parce que, bon, même moi, enfant, j'ai eu peur des araignées, comme tous les enfants. La plupart des enfants ont peur des araignées. Mais dans les moments de plus grande solitude, j'avais les araignées, la compagnie des araignées. Voilà. Donc, et puis les araignées, donc ce sont un peu, oui, je les ai toujours vues comme des créatures un peu magiques puisqu'elles sont revenues dans ma vie oui. à des moments différents de ma vie et Et à chaque fois, voilà, leur présence quelque part dans un panier particulier me reliait à un souvenir perdu en fait, et je me disais mais tiens, mais l'araignée dans ce panier, mais ce panier en fait c'est votre avait fille été Marianne? tissé par ma grand-mère. Oui, C'est un panier hérité de ma grand-mère, donc voilà un petit peu. Et puis les araignées, ce sont aussi les mots. oui. Et les mots, voilà, les araignées tissent, les mots tissent aussi. Oui, oui. Donc, Vous aviez perdu la vue à 27 ans. Pourquoi? Comment on dit, j'ai subi, j'ai Oui. souffert d'écollement de rétine Oui. dans Oui. les deux yeux. Oui. Donc je vivais alors aux États-Unis et un jour j'ai perdu la vue soudainement. Voilà, dans un œil d'abord et dans l'autre très peu de temps après. On m'avait expliqué que le corps était symétrique et que voilà. Et donc j'ai été aveugle pendant plusieurs mois, le temps de récupérer de beaucoup d'opérations, les unes après les autres en fait, pour Et est-ce qu'on se retrouver la souvient, ou bien est-ce que il y a quelque chose qui se passe derrière, je dirais, l'écran noir? Qu'est-ce qu'on fait derrière cet écran noir quand on a, parce que vous voyez avant et vous avez heureusement revu après. Alors déjà, pour moi, la question n'était pas la même. Oui. Pour moi, la question était Retrouver la vue. non. Non, parce que, en fait, oui et non. Enfin, moi, j'avais confiance en mes médecins. Oui. J'étais quand même soignée. J'ai eu vraiment beaucoup de chance que ce soit passé à Boston, puisqu'il y a le meilleur hôpital pour les yeux du monde. Donc, j'ai quand même été soignée par les meilleurs médecins pour les yeux. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai gardé un œil. Je ne vois plus de l'œil gauche, mais je vois encore de l'œil droit, et c'est vraiment grâce à mes médecins de Boston. Mais pour moi, la question, quand j'étais aveugle, c'était... donc, j'étais... à vrai dire, je ne me souviens pas vraiment des moments où j'étais aveugle, parce que je les ai un peu refoulés. Oui. Mais je me souviens du moment où j'ai commencé à récupérer la vue dans un œil. Oui. Et il m'avait injecté une bulle d'air dans l'œil pour maintenir la rétine en place pour qu'elle se recolle. Et donc, il fallait que je reste allongée sur le côté droit, constamment, pour que la bulle d'air soit au bon endroit, qu'elle appuie au bon endroit. Voilà. Et je ne devais pas bouger du lit ou du canapé. Et quand je me levais, parce que je ne pouvais quand même pas rester allongée tout le temps, je marchais comme ça, avec la tête. Donc j'ai fait ça pendant longtemps. Eh bien, pour moi, la question, c'était comment je vais faire pour... parce que je ne pouvais pas rester inactive. Oui. Je ne pouvais, donc, je ne pouvais pas aller enseigner. J'étais enseignante à l'époque. Oui, oui. Donc, je ne pouvais pas. Et donc, j'ai commencé à traduire à cette époque, en fait. Ah, c'est à cette époque. Oui, mais j'ai traduit... j'ai eu... Je sais même plus comment. Soit j'ai répondu à une offre, ou soit... Ah oui, ça y est, je me souviens. Je travaillais à l'Alliance française. J'étais prof de français là-bas, à Boston. Et l'Alliance française recevait souvent des offres de traduction et demandait à leurs enseignants s'ils voulaient s'en charger.
et est arrivé à un très gros dossier, c'était pour Microsoft, et c'était pour traduire des manuels pour des logiciels, donc de centaines de pages. Et moi, je l'ai pris. J'ai vu passer ça et j'ai dit, je le fais. Et voilà. Et j'ai fait ça, en fait, pendant que j'étais allongée sur mon canapé, sur le côté droit. Je me rappelle, j'avais mon ordinateur portable, je ne sais plus s'il était par terre ou sur une table basse. Et j'étais comme ça, et je traduisais, j'ai traduit. C'est fou, ça. Pendant des semaines et des semaines pour Microsoft, parce que Et voilà. C'est comme ça qu'est venue la traduction à cette période-là. J'ai commencé à traduire à ce moment-là, oui. Mais voilà, c'était comme un autre saut en parachute. Il fallait que je fasse quelque chose pour me prouver que tout allait bien, que j'étais capable de continuer à vivre ma vie. C'était exactement ça. Rien n'allait m'arrêter. Sabine, cette enfance, parce qu'il y a quand même de grands passages sur la petite enfance, l'autre, terrible. Il y a le départ de la mère, je crois, il y a la famille qui s'est disloquée, il y a le frère qui a perdu, non pas son cheval, mais qui a perdu, je ne me rappelle plus, il avait perdu ses poissons rouges, voilà. Donc c'était quelque chose, c'était son premier trou béant dans la poitrine, dites-vous. Ce passage, sans du tout tomber dans, parce que c'est écrit sans pathos, c'est écrit comme une histoire qu'on raconte, mais vraiment, ça prend au cœur tous ces passages-là. Comment on fait? Je crois qu'on fait. Il y a pas de. Vous dites que c'est l'esprit qui prend la place du corps en quelque sorte. Le corps. L'esprit est plus fort que le corps. C'est votre mantra. Ça, voilà. Comment ça se passe? Vous parlez de survie là? Oui. Je parle de survie, exactement. De survie. Tout le monde ne survit pas à une telle enfance, de toute façon. Donc, moi, je vois toute mon existence un peu comme un miracle, et tout ce que j'ai fait dans ma vie comme un miracle, et ce livre comme un miracle. Et je suis éternellement reconnaissante à la vie pour tout ce qu'elle m'a donné, puisque même les choses très difficiles qu'elle m'a données ont servi de matière pour mes livres. Donc je suis très reconnaissante à la vie. Je ne dirais pas à Dieu parce que je ne crois pas en Dieu, mais bon. Mais c'est une ode à la vie, contrairement à ce qu'on pense. Oui, c'est une ode à la vie, à la survie même, comme vous dites, et on s'en sort. Voilà, et l'esprit est plus fort que le corps, ce mantra que je me répétais enfant, que je me suis même répété très longtemps, même adolescente, même adulte. Aujourd'hui, beaucoup moins, parce qu'on peut dire que ça va un peu mieux dans ma tête. Mais parce que c'est vrai que se répéter des choses sans arrêt, que ce soit des chansons, le livre parle de faire la radio. Faire la radio, c'était un réflexe que j'avais acquis quand je sentais que les choses dérapaient, soit à l'extérieur, soit dans ma tête. Je faisais la radio, c'est-à-dire je me répétais en boucle une chanson. Ça pouvait durer des heures, des journées même. Je ne parlais pas, je me répétais juste la chanson en boucle. Donc, le mantra, l'esprit est plus fort que le corps, c'est ça, en fait, finalement, ce sont des mots. Le portrait de votre mère et les questions de votre fille sur ce portrait. Le portrait de ma mère. Ah, le portrait que ma mère a fait de moi. Ça, c'est très intéressant. Oui, elle a fait un portrait de moi très lisse. Oui. Dans lequel il est pratiquement impossible de me donner un âge. On ne sait pas si je suis une enfant ou une adulte. Donc c'est très intéressant. Je me souviens plus que ma fille m'a dit dessus. Elle vous posait des questions sur vous, en quelque sorte, quand vous étiez, où vous étiez. Parce que ce portrait, elle vous reconnaissait sans vous reconnaître. Elle avait besoin d'une histoire du portrait. Incroyable que votre mère ait fait ce portrait comme ça. Parce que votre mère était dure. Elle était aussi peintre. Elle était peintre, elle était mannequin aussi, je crois, non? Et artiste, et chanteuse d'opéra. Oui. Donc ma mère, c'est quand même une femme extraordinaire, il faut le dire. Et il faut dire que tout ce qu'elle a pu faire, tout ce qu'elle a été poussée à faire, finalement, moi je veux bien croire que sa nature n'était pas
ne correspondait pas à ce qu'elle a fait. Bien sûr, je pense que c'est ce qui leur est arrivé, ce qui est arrivé. Complètement, complètement. C'est pour ça vous que... dites d'ailleurs, ils ont perdu la tête. Le mot est vraiment juste. Et dans Elvis à la radio raconte des choses très dures, mais ne juge jamais. Jamais. Ne condamne jamais. Il y a une très belle, à la fin, vous avez des très beaux passages. Et ma mère, mes parents, je les aime, Bien malgré sûr. tout. Je les ai toujours aimés, même au moment où ils ont fait des choses détestables, que je ne comprenais pas. Mais je continuais à les admirer éperdument parce que ce sont des personnes admirables. Sabine, la traduction. Vous avez traduit beaucoup d'auteurs, mais principalement Anne Sexton. L'œuvre poétique, Tu vis ou tu meurs, You Live or Die, où elle avait eu le prix Pulitzer en 1967. Anne Sexton dit « Mon affaire sont les mots », donc je reviens à vos mots, les mots comme des étiquettes ou des pièces de monnaie. Seules les sources des choses arrivent à me briser. Et vous, seules les sources des choses arrivent à vous briser? Oui, oui, puisque après ces choses-là, j'en ai fait autre chose. Oui, oui. Donc, et ces autres choses sont des belles choses. Ce sont des poèmes, des traductions, des romans, des nouvelles. Ce sont vraiment des belles choses à mon avis, des beaux objets. Anne Sexton, vous l'aimez beaucoup? Je l'adore, Anne Sexton. Oui. J'ai traduit une dizaine de poètes différents avant d'arriver à l'œuvre d'Anne Sexton, dont j'ai traduit pour l'instant 5 recueils. Donc les 4 premiers ont été publiés au sein du même ouvrage, Tu vis ou tu meurs, édité aux éditions des femmes en début d'année. Il y en a un encore. Voilà, le 5e va sortir au mois de mars, il s'appelle Transformation. C'est une réinterprétation sextonienne de 16 contes des frères Grimm, donc une réinterprétation sextonienne, ça veut dire féministe, caustique, érotique, et montrant tout le sexisme des contes de Grimm. Alors justement, Anne Sexton dit « J'ai osé les mots tabous ». Et vous, dans Elvis à la radio, vous avez osé les mots tabous? Alors, les mots tabous... Tabou, ça ne veut pas dire simplement interdit. Tabou, ça peut être... c'est ce qu'on passe sous silence. Mais pour moi, en fait, ce qui est le plus tabou, c'est vraiment la parole qui juge. Oui. Ce que vous ne faites pas du tout dans votre... Non, pas du tout. Oui. Donc ça serait tabou. Pour moi, tabou, ça serait dérangeant, ça serait embarrassant. Oui. Ça serait un peu même... Je ne sais pas. Oui. Voilà. Alors, vous avez des passages aussi qui sont poignants, mais qui sont en même temps, quand on les lit, on se dit c'est fou. Vous dites « Enfant, j'avais tout le temps faim, et je tenais joyeusement un petit carnet de quelques recettes faciles, dans lesquelles on trouvait, parmi les recettes glanées dans les poches, des recettes inventées par mes soins. Est-ce que cela rassasie, Sabine, d'écrire des recettes ou de vous découper des recettes? Cela rassasie dans le sens où cela ouvre une brèche dans le temps, dans le présent, en fait. Et cela permet d'accéder à un autre monde, de sortir du monde dans lequel on est et d'être dans un autre monde dans lequel le temps n'est plus le même et les repères ne sont plus les mêmes et on parvient à oublier le monde dans lequel on vivait. Vous avez aussi une très belle histoire avec une bande de jeunes. Vous étiez avec eux parce que bon, vous aviez des rêves d'Amérique, de briquet Zippo, de jeans Levi's. C'est comme si vous preniez un peu, non pas une enfance d'emprunt, mais il n'y avait pas de souci avec eux. C'était un peu comme votre saut en parachute. Vous étiez dans un no man's land. Complètement. C'était un no man's land qui était, en fait, c'était un banc du quartier, qui était sur une place avec du gravier blanc. Oui. Et sur une petite colline. Donc ça dominait le quartier. C'était un no man's land magnifique. Et il ne s'y passait absolument rien. C'est-à-dire qu'on était assis là, on buvait de quelques bières. J'étais la seule fille. J'étais la seule fille. Et on ne parlait pratiquement pas. Oui. On riait. On commentait des fois ce qu'on voyait. Mais bon, il y avait paisible, aucun drame. Oui. Il y avait, voilà, c'était bon enfant. Et oui, c'est un peu la deuxième enfance que je me suis choisie, puisque je les voyais comme des enfants, ces adolescents.
des grands-enfants. On a de très beaux retours sur la vie à la radio, dans la presse, dans les magazines littéraires. Alors, je lis ce passage. Sabine Wynne affirme alors avec force: il ne s'agit pas seulement de dire son passé, mais de trouver une traduction qui permette de rendre vivable le maintenant. Vous vous reconnaissez dans ça? Rendre vivable le maintenant? Bien, vous aviez besoin de dire quand même votre passé. Rendre vivable maintenant, en fait, c'est un peu le but, si je peux dire, Oui. de l'écriture. Oui. Donc, moi, je suis écrivain. C'est ce que je sais faire de mieux, rendre vivable le maintenant. C'est transformer le maintenant en quelque chose d'autre. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais... Ce n'est pas vraiment une question, c'était, je relisais un peu des retours qui étaient très beaux, mais rendre vivable maintenant, ça m'a un peu interpellée. Mais c'est vrai que ça ne veut pas dire... c'est votre métier d'écrivain, en fin de compte. Oui. Vous avez, voilà, vous rendez toujours vivable maintenant. Et puis c'est un présent, l'écriture. Ça aussi. Ramène au livre de recettes. Oui, quand j'étais tout enfant. à fait. Oui. J'ai commencé à écrire très tôt, finalement. Oui. Ce livre de recettes, c'était peut-être mon premier livre. Voilà, j'en ai écrit d'autres quand j'étais enfant, des livres miniatures. Je pourrais vous raconter ça si vous voulez, mais voilà. Angèle Paoli, dans Terre de Femmes, dit: la petite fille en couverture, on la verra tout à l'heure, attire l'œil par la densité de son regard. C'est votre photo de première de couverture du livre. Mais on notera les coins de sa bouche qui tombent comme alourdis d'amertume ou de tristesse. En quatrième de couverture, l'auteur sourit et le regard paraît serein. Entre ces deux images, une vie racontée. Que devient-on une fois la vie racontée? Enfin, en principe racontée, parce que je pense que vous n'avez pas tout dit. Dit-on jamais tout, d'ailleurs? Alors, en fait, moi, j'écris toujours sur la même chose. Oui. Tous mes livres, je dois avoir 6 recueils de poèmes publiés, j'ai des nouvelles, j'ai donc 2 romans. Je ressasse, Oui. entre guillemets, toujours la même chose. Oui. C'est la même matière, c'est la même glaise, Oui. et je vais lui donner des formes différentes à Oui. chaque fois. Donc un livre, pour moi, n'est jamais que le tremplin pour le prochain livre. Oui. Et voilà, après le nouveau défi, c'est de trouver une nouvelle forme Voilà. à cette matière. Sabine, quelle est la réaction de ceux qui vous ont lu et qui vous connaissent? Les personnes qui me connaissent et qui m'ont lu sont très émues. Et je crois qu'elles sont admiratives, mais c'est parce que j'ai transformé Oui. cette matière très Oui, difficile, oui. même horrible parfois, en une langue qui, je pense, fonctionne parce qu'elle est poétique. Parce que, Très belle, très très belle. voilà, je sais pas, mais bon, apparemment, mes amis ont été impressionnés par cette Oui, transformation. Oui, oui. Parce qu'ils n'ont, je crois, pas l'habitude de lire des récits de vie sous cette forme-là. Oui, non. Oui. Nous avons un petit bruit de fond, nous sommes à la contrescarpe, mais c'est pas grave. Des langues C'est un monsieur étrangères, qui c'est très lui-même, bien. voilà, c'est une langue étrangère, qui parle avec les siens. Un livre a survécu depuis des années 70 à tous les déménagements, d'un continent à l'autre. C'est un livre pour enfants de Christa Bendova. Et patati et patata, et vous dites: les poèmes évoquent des bonheurs mystérieux que je fais miens, que je transvase dans ma mémoire comme une transfusion sanguine. C'est joli. Oui, Vous aimiez beaucoup ce livre, vous l'avez toujours? je l'ai toujours, et il n'est pas le seul que j'ai toujours depuis l'enfance. J'ai les mythes grecs Ah, de Robert Graves, Oui. Robert Graves, oui, qui a été traduit par le secrétaire d'Henri Michaud, d'ailleurs, Oui. en français, dont le nom m'échappe à l'instant même, mais ça me reviendra, mais je le dis dans le livre. J'ai aussi le dictionnaire américain, le dictionnaire de la langue américaine, dictionnaire encyclopédique de la langue américaine. ils que vous suivent m'avait- partout. Oui, que m'avait offert mon oncle quand j'avais 6 ans. J'avais un Oui. oncle américain qui est Oui. mort depuis. Donc oui, il y a certains livres comme ça et j'ai aussi le volume, c'est une anthologie de poésie française Oui. du Moyen-Âge à nos jours. Enfin, à nos jours, c'était à l'époque jusqu'aux années 80, mais publié par le Reader's Digest. Oui,
que m'avait offert mon grand-père paternel. Donc, ce sont des livres, voilà, vous voyez, c'est la poésie, et Patati et Patata, c'était des poèmes. Oui. Et c'était des poèmes très faciles à retenir, parce que, qui jouaient beaucoup sur les sons, et Patati et Patata. Et c'était des poèmes accompagnés d'images qui me subjuguaient. Il y avait une petite fille aux joues rouges avec des cerises en guise de boucle d'oreilles. C'était magnifique. Et c'était des poèmes auxquels je me raccrochais quand ça n'allait vraiment pas. Voilà, je me récitais un poème de Patati Patata et ça repartait. Et ça repartait, le mantra toujours. Ouais. Sabine, j'ai d'habitude dans l'escale de Jeanne de donner un mot et l'invité donne un autre. Sexton. Les sons et les sentiments. Pérec. Les sons et les contraintes d'écriture. Prévert. Les sons et l'humour. Traduire. Choisir. Langue. Étrangère. Saigon. Une ville imaginaire. Peur. Ça n'existe pas, la peur. Elvis. À la radio. Alors, il est d'usage aussi de chanter ou de fredonner une chanson. Alors, Elvis, qu'est-ce qu'elle va nous fredonner, Sabine Huyn, aujourd'hui? Non, pas Elvis. Alors, on écoutait beaucoup Elvis avec mon père quand j'étais enfant. Le dimanche, il mettait ses disques d'Elvis et on dansait ensemble sur Elvis. Il adorait Elvis, il se coiffait comme Elvis, les cheveux en banane et tout. Mais non, non, puisque Elvis appartient à mon père. Oui, alors à vous. Peut-être il y a cette chanson de Kurt Weill que j'avais chantée dans un court-métrage il y a très longtemps en Israël. On m'avait fait chanter cette chanson, donc je me rappelle un peu du début. C'est Yukali, vous connaissez? Oui. C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errante au gré de l'onde, m'y conduisit d'un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui m'invite, je sais plus. La 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 la. Yukali, c'est le pays de nos désirs. Yukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Yukali, je ne sais plus, C'est mais très bien, ils vont la retrouver. C'est l'étoile qu'on suit et voilà. C'est joli, c'est joli. J'adore cette chanson. Écrire, n'est-ce pas, naviguer à la fois à l'encontre des récits préexistants. Êtes-vous apaisé dans le sens de c'était à faire d'avoir écrit votre propre récit, Sabine, qui est dans un grand récit, encore une fois. Oui, non, je ne suis pas apaisée par cela. Oui. Je suis apaisée parce que j'ai enfin trouvé la forme à donner à ce chaos là. J'ai quand même dit, j'ai quand même mis, comme vous l'avez précisé plus tôt, 15 ans à trouver la forme qui convenait à ce chaos-là. Donc c'est ça qui m'apaise. J'ai enfin trouvé la forme et je vais enfin pouvoir passer au livre suivant. Alors, je crois que vous avez mis la forme, et pour moi aussi, ce livre, qui est plus qu'une autobiographie, ce n'est pas une autobiographie, seulement vous avez pris la main sur votre histoire, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous l'avez racontée, il restera la version réelle de Sabine Huyn sur Sabine Huyn. Du moins, sur cette part de vie de Sabine Huyn. Non? Alors, moi j'ai un problème avec le mot réel et avec le mot vérité. Et même avec le mot version, oui, ça peut être une version, c'est comme une traduction de ce qui s'est passé, mais... Vous avez une distance par rapport à ce livre? Comment vous le... Pour moi, ce livre, ce sont des mots. Oui. Et donc oui, je suis aussi traductrice littéraire et je sais très bien que traduire, c'est choisir. Oui. Choisir tel ou tel mot. Et un autre traducteur va traduire le même poème, il va choisir un mot différent. Et ça va donner un poème différent. Donc moi, j'ai choisi ces mots-là, c'est, je ne sais pas, 150 000 mots là, précisément, très précisément. Avec soin. Pour
pour dire ça, mais c'est même pas pour dire, c'est juste pour sculpter. Oui, vous avez parlé tout à cet l'heure, objet. voilà, l'objet sculpté. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de vérité, c'est pas la vérité, Oui. c'est pas. Je crois que c'est mon pas ce que choix vous de cherchiez, mots. voilà. C'est mon choix de mots pour faire cette forme-là. Très belle, très beau livre, vraiment, très très beau. Et puis j'ai une dernière question, Sabine. Pavese écrit « Un pays, c'est ne pas être seul. Savoir que dans les gens, dans les plantes, dans la terre, il y a quelque chose de toi. Que même si tu n'y es pas, il reste à t'attendre. Ce pays, Sabine, il est où pour vous? Il est dans quelqu'un? Il est dans votre fille? Il est où ce pays? » Déjà, c'est une très belle citation. Oui. Vraiment, très très belle. Elle me fait penser à autre chose, mais vous savez, aux champignons d'une forêt qui, en fait, grâce aux champignons, toutes les racines des arbres de toute la forêt sont reliées entre elles. Les arbres ainsi communiquent grâce au réseau de champignons. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Mais ce pays, en fait, il est dans la langue, il est dans les mots, il est dans la poésie. Ouais, c'est un pays fait de mots. Je ne saurais finir cette escale, car hélas, nous devons finir sans vous demander de lire un passage de votre livre. Est-ce que vous voulez bien me lire le passage où vous commencez « J'écris avec mon intuition » et ça finit sur la jetée de Chris Maker et plus loin sur votre mère? En fait, c'est ce très très court chapitre d'une page qui s'appelle « Trahi par le soleil ». Oui. Donc je peux vous lire bien la page. Sûr, bien sûr. Trahi par le soleil. Vous racontez n'importe quoi. Je ne me souviens pas de ça. J'en ai marre de vos histoires. Laissez-moi tranquille. C'est toujours pareil. Tout le monde me déteste. Quand j'étais petite, mon père n'attendait ni une ni deux pour forcer les portes que ma mère verrouillait si elle ne répondait pas sur le champ quand il y frappait. Il craignait une énième tentative de suicide de sa part. Je me souviens m'être tenue sur le seuil d'une salle de bain baignée d'un soleil aveuglant et avoir vu ma mère étendue sur le carrelage blanc et brillant au pied de la machine à laver, blanche et brillante aussi, dans une large flaque de sang, si sombre que je la pris d'abord pour la ramure d'un arbre la nuit, puis pour sa longue chevelure étalée autour d'elle comme une corolle. Tout est silencieux et paisible. Je dois avoir 5 ans. Je la crois endormie. Je la trouve tellement belle. Je le pense sans rien dire, sans bouger, de peur de la réveiller. Je ne l'ai jamais vue dormir. Elle ressemble à un bébé animal. Je peux entendre par la fenêtre ouverte bruire le vent dans le cerisier devant l'immeuble. Ses branches alourdies par des fleurs roses pâles qui accrochent mon regard et que dans mon imagination je répands doucement dans les cheveux de ma mère, se pressent contre la vitre comme mues par une curiosité irrépressible. Je me sens bien, heureuse, presque aimée. J'aimerais rester dans ce moment éternellement. Tout à coup, des mains froides se posent sur mes épaules nues. Je sursaute, elles me font pivoter. Une voix haletante trouble le silence. « Viens, suis-moi. J'ai des bonbons chez moi. Tu aimes les bonbons? Viens vite, viens !» Et les mains me poussent et me guident prestement dans le couloir jusqu'à l'appartement de la voisine de palier. Ce n'est qu'une fois, hors de portée du vertige, du vide, de cette fleur anéantie de nostalgie, écrasée par un soleil ancien, que je me mets à sangloter, très fort, sans comprendre la raison de mon chagrin, soudain. Je n'ai jamais su ce qui s'est passé après, ni avant, ni ailleurs. Je suis toujours restée sur le seuil de cette nuit éclose en plein jour, dans laquelle ma mère semblait enfermée. Ceci est l'histoire d'une femme marquée par une image d'enfance, la scène qui la troubla par sa violence et dont elle ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu dans la ville de Vaux-en-Velin, dans la salle de bain d'un appartement occupé depuis peu par sa famille, des réfugiés politiques d'origine vietnamienne et de nationalité française. J'écris avec mon intuition, accompagné des textes qui m'ont nourri, sans planifier ma trajectoire à l'avance, au gré de mon humeur, de mes lectures et des souvenirs de celles-ci, ainsi que des images d'enfance qui surgissent
ce qui me mène à transgresser les frontières, à rassembler des territoires jusque-là séparés, à mélanger vivants et morts, mémoire et fiction. Personnages réels et fictifs peuplent habituellement les romans. Dans le texte hybride qui se déploie sous mes yeux, pratiquement en même temps que vous le lisez, si vous faites abstraction du temps écoulé entre le moment où je l'écris et celui où il apparaît sous vos propres yeux, les actes et les paroles de chaque personnage sont créés à partir de souvenirs imparfaits que j'ai de personnes réelles, soit à partir de ma perception et de ma perception de celle-ci, c'est-à-dire mon interprétation, ma traduction, ma fiction. Ainsi, d'aucuns pourront me reprocher ou au contraire me féliciter d'avoir dit la vérité ou de l'avoir inventée. Peu m'importe, ils auront tous raison. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Cela m'intéresse davantage de savoir s'ils y ont cru. J'aimerais beaucoup qu'ils y croient. Pas pour la vérité, dont je me fiche au fond, ne sachant même pas de quoi il s'agit, mais pour l'écriture, pour savoir si l'écriture a marché, les a fait marcher, au point de réussir à déclencher ou à éveiller quelque chose en eux, à les sortir momentanément du temps présent, à les transporter au sein de visions qui me hantent depuis toujours. Le soleil brille. Daniel ôte son chandail et le met sur le bras. Le soleil taquine Valérie et l'oblige à fermer un œil. Maman lui donne un bon conseil. Mets tes lunettes noires. Elle-même ouvre son éventail. La lumière, tombant au mauvais endroit, peut être délétère. Sur l'illustration, Valérie, les yeux fermés, s'apprête à chausser une paire de lunettes au verre rond, couleur de suie, qui ressemble à des lunettes pour les aveugles. C'est l'instant qui lui avait été donné de voir enfant et qui n'avait pas cessé de l'obséder. C'était celui de sa propre mort, fait dire Chris Marker à l'homme dont il raconte l'histoire dans La Jetée et qui, déconnecté du présent, que des chercheurs ont arraché de sa mémoire, porte des lunettes au verre noir et opaque, derrière lesquelles ses yeux sont de pierre face au futur. J'aimerais que ce moment de splendeur ne finisse jamais, pour pouvoir continuer à regarder ma mère aussi belle et sereine dans cette lumière du passé, partie du soleil. Il y a des dizaines de milliers d'années. C'est un très beau passage. Merci Jeanne. Et il m'a beaucoup touchée. Et je voulais finir cette escale sur ces mots parce que c'est extraordinaire de poésie, de beauté. Merci à vous Sabine, un grand merci. Et je crois que j'ai beaucoup d'émotions à avoir fait cette escale avec vous. Vous qui dites, nous ne sommes que le fruit de la façon dont nous avons été traités. Et vous nous avez lu un très beau passage. Et je crois que si Elvis savait que vous avez écrit Elvis à la radio, lui-même qui a quand même tellement chanté, il a chanté That's all right maman, tout va bien maman. Et ça, voilà, un grand, grand merci à vous Sabine. Et nous allons finir avec la musique du générique de Alain Warraud. Elvis à la radio est un livre fantastique, magnifique, heureux quelque part. Et les sauts en parachute de Sabine sont fantastiques aussi. Merci Sabine. Merci.